Une secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter fait trembler la Turquie et la Syrie voisine. Depuis, les répliques s'enchaînent et les immeubles fragilisés s'effondrent. Mon neveu et ma nièce sont encore là-dedans. Presque 40 heures après le séisme, ils sont toujours là-dessous. Ils n'ont pas d'aide. Vous voyez? Ils nous ont oubliés. Ils nous oublient. Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. En Turquie, il existe bien des réglementations antisismiques, mais construits toujours plus vite pour toujours moins cher, de nombreux bâtiments échappent aux normes recommandées. Le promoteur immobilier a été arrêté à l'aéroport d'Istanbul vendredi. Il tentait de fuir au Monténégro après avoir vidé ses comptes bancaires juste après le séisme. Quand il vendait ses appartements, il promettait le bâtiment le plus stable de Hatay. Que s'il y avait un séisme, il fallait venir s'y réfugier. C'est pour ça que mon père a acheté ici, justement parce qu'il avait peur du séisme. Le 6 février dernier, un double séisme de magnitude 7,6 et 7,8 a touché la Turquie et la Syrie à quelques heures d'intervalle. Les dégâts sont évidemment catastrophiques. Le bilan est de 40 000 morts pour le moment, car l'ONU a prévenu qu'il ne s'agissait que d'un chiffre provisoire. Sur place, après le désespoir des victimes qui ont survécu, c'est maintenant la colère qui se fait entendre. La population turque accuse les autorités d'avoir tardé à envoyer des secours et dénonce l'impréparation du gouvernement face aux risques sismiques existants dans la zone. Au lendemain de cette catastrophe naturelle, je reçois Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie, pour faire le point sur la situation et analyser les conséquences politiques de ce double séisme. Les dégâts auraient-ils pu être moindres? Les autorités étaient-elles suffisamment préparées? L'élection présidentielle de mai va-t-elle être maintenue? Et si oui, le président Recep Tayyip Erdogan peut-il espérer être reconduit? C'est tout ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission pour Blast. Bonjour Dorothée Schmidt. Bonjour. Vous êtes donc chercheuse et responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales. Avec vous aujourd'hui, on va donc revenir sur ce double séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, qui a fait au moins 40 000 morts. C'était il y a 10 jours. Maintenant, on peut prendre un peu de recul pour analyser ce qui s'est passé, revenir sur la situation et imaginer les conséquences, surtout politiques, à venir pour la Turquie. Avant toute chose, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la zone qui a été touchée, ses spécificités sociales, religieuses et urbaines? Alors d'abord, il faut rappeler que la Turquie est un pays qui est situé à 70 à 80% en zone sismique. Le sud-est de la Turquie, dans lequel a eu lieu ce tremblement de terre, pouvait être touché, mais en réalité, on attendait plutôt, on craignait en tout cas un très gros tremblement de terre à Istanbul. C'est en général le lieu où on craint que ça se passe, parce que le précédent, en 99, du grand tremblement de terre d'Izmit, qui était plus proche d'Istanbul, avait occasionné de très importantes destructions, aussi des destructions d'ordre économique, puisque c'est vraiment le poumon économique de la Turquie. Là, on est dans une région qui est plutôt une région un peu laissée pour compte, qui est une région où on trouve beaucoup de minorités, beaucoup de Kurdes qui ont fui l'est du pays pour se relocaliser à cause de la guerre civile entre les forces turques et le PKK, et aussi beaucoup de réfugiés syriens. Donc finalement, c'est une région qui est un peu moins développée que le reste de la Turquie, un peu perdue, à l'exclusion de la ville de Gaziantep, qui est une ville qui a subi de très importantes destructions et qui, elle, est une sorte de métropole économique au milieu de ce sud-est un peu perdu. Donc on le disait, le bilan était catastrophique. Là, pour l'instant, on en est à 40 000 morts, ça risque de doubler. En termes de secours, est-ce qu'on peut revenir sur les premiers jours qui ont suivi le séisme? Quelle réponse a été apportée à la population victime de ce double séisme? Très rapidement, on sent que les autorités turques ont été débordées. Alors évidemment, on peut relativiser ça en disant que l'ampleur absolument exceptionnelle de ce séisme explique la difficulté des secours. Par contraste, on a eu un mouvement de solidarité extrêmement fort immédiatement de la part de la population turque, avec des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir sur place, pour porter aide aux sinistrés, pour essayer de sortir des gens des décombres et ensuite de les aider à survivre simplement, parce qu'on est en hiver, à un moment où les températures sont en dessous de 0 degré, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, donc on est vraiment dans une situation d'urgence humanitaire absolue, à très très grande échelle. 10 provinces de la Turquie ont été touchées, on considère que 15 à 20 millions de personnes sont concernées, en incluant la Syrie, qui a été moins touchée, puisque l'épicentre se trouve en Turquie. Donc on a ces autorités qui sont relativement débordées dans un premier temps, avec
des explications qui sont que les infrastructures sont détruites, beaucoup d'aéroports sont détruits, des routes sont détruites, mais néanmoins, un problème immédiatement qui surgit, c'est qu'après ce tremblement de terre d'Izmit dont je parlais tout à l'heure, on a mis sur pied une agence de gestion des catastrophes naturelles, l'AFAD, qui, pour le moment, semble ne pas être à la hauteur de l'enjeu. Donc pour l'instant, est-ce qu'on peut confirmer ce qui a été communiqué sur les réseaux sociaux les jours suivants, c'est qu'en fait l'aide n'était pas suffisante? La problématique, c'est effectivement que le gouvernement turc va dire que personne ne pouvait être préparé pour cette catastrophe, mais il y a un énorme défaut de la façon dont le gouvernement turc gère cette catastrophe, c'est l'hypercentralisation. C'est-à-dire que là, maintenant, les réseaux sociaux sont aussi pleins de retours du terrain qui nous disent que la FAD s'oppose, met des obstacles bureaucratiques au travail des secouristes étrangers ou turcs, qu'elle souhaite avoir des gains d'image et donc faire uniquement de jolies photos quand on arrive à trouver des sinistrés. Et donc, on a vraiment une insatisfaction extrêmement forte vis-à-vis de sa contribution. C'est vraiment ça qui a choqué un peu le monde. Vraiment, les gens attendaient les secours pendant des jours. Oui, il y a des zones où, effectivement, comme à Antioche, par exemple, dont on sait que la ville a été détruite à plus de 50%. Sur place, les gens nous disent que pendant 2 jours, ils n'ont vu personne jusqu'à l'arrivée des secouristes étrangers. De nombreux rescapés et proches de personnes sous les décombres ont dénoncé la lenteur des opérations de sauvetage et le manque de moyens. Et comment s'est défendu le président Erdogan, à part l'argument de dire que c'est une catastrophe naturelle, on n'aurait pas pu le prévoir? Comment il a réagi, lui, face à cette première indignation? D'abord, Erdogan, à mon sens, a eu vraiment un moment de suspens, de malaise, d'incapacité à réagir, que j'ai assez rarement vu dans ma vie. Il s'est rendu au bout de 2 jours, alors il est parti au siège de la FAD à Ankara, il s'est rendu au bout de 2 jours seulement sur place, et là il a commencé à faire un peu le tour des municipalités. Son allié au gouvernement, son allié de droite, Devlet Bahçeli, je crois, vient de se rendre simplement sur place également. Il n'y avait pas du tout été. Donc il y a vraiment un extrême malaise des gouvernants face à cette catastrophe. Et je pense qu'Erdogan a compris très vite que c'était quelque chose qui retournait totalement la situation politiquement, parce que le mécontentement a tout de suite été très fort, mais aussi parce que les conséquences économiques de cette catastrophe vont être énormes. Or, la Turquie, elle est dans une période de crise économique, comme vous le savez. Donc Erdogan, assez rapidement, a pris le parti de dire nous ne pouvons rien prévoir, assorti d'un discours un peu religieux qui était c'est la fatalité. C'est le destin. Ouais. C'est le destin, c'est la fatalité. Et le deuxième volet, c'est nous allons reconstruire très rapidement. Donc là, ce qui est en jeu, c'est la réputation de l'AKP dans son efficacité, finalement, sur le terrain. Il a mis du temps à réagir et après, il a quand même admis, il a reconnu les lacunes du gouvernement dans les réactions. Il a dit on aurait pu faire mieux, mais en fait, c'est très difficile de faire mieux. Et puis voilà, on passe à autre chose parce que maintenant, on est au travail. Le problème, c'est que de ce qui nous revient du terrain, les lacunes persistent en réalité. C'est-à-dire que ce défaut d'hypercentralisation et de bureaucratisation empêche l'agence d'être efficace. Et ça se double d'une volonté autoritaire de tout contrôler. Comme vous le savez, un contrôle des réseaux sociaux, qui a été un contrôle de Twitter qui a été mis en place le 2e jour, parce que les leaders politiques commençaient à s'égosiller contre Erdogan. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont aussi le lieu où tout le monde s'exprimait pour demander de l'aide et où on pouvait travailler pour organiser les secours. J'ai vu la façon dont la solidarité s'organisait à partir d'Istanbul, avec effectivement tous les canaux de communication qui étaient mobilisés pour essayer d'envoyer des bénévoles. Et énormément de gens se sont déplacés sur les régions pour aider, tout à fait en parallèle des efforts du gouvernement, voire sans l'autorisation du gouvernement, voire contre l'autorisation du gouvernement. Ça, c'était pour donc, les réponses des secours locaux. Ensuite, pour les aides internationales, pour l'instant, quels pays ont proposé leur aide et leur soutien? Le gouvernement turc a dit que 45 pays ont proposé leur aide. Donc c'est une aide massive, énorme, qui s'est très rapidement mise en branle. Qui est venue vraiment de partout. De l'Union européenne, on a énormément de pays, alors que vous savez que les relations sont plutôt fraîches entre la Turquie et l'Union européenne. Donc on a beaucoup de secouristes qui sont partis très rapidement. Est-ce que c'est fait avec des arrière-pensées, ça? Parce que justement, la Turquie et la Syrie, on ne s'attendait pas forcément à ce que l'Occident arrive aussi rapidement. Est-ce qu'il y a des attentes de la part de l'Occident? Donc il n'y a pas que des Européens, puisque je les cite. Il y a beaucoup de solidarité des pays voisins de la Turquie. Il y a énormément d'argent qui a été levé par des collectes privées de la part des pays du Golfe. Or, évidemment, à la fois l'aide d'urgence et ensuite la reconstruction, ça va coûter très cher. Donc, c'est vrai qu'on commence déjà à avoir ce sujet du financement qui est sous-jacent. On a aussi de l'aide qui est venue de pays avec lesquels la Turquie a des relations très compliquées, ou avait des relations très compliquées jusqu'à récemment, comme Israël ou l'Arménie. Donc, on a vraiment une mobilisation internationale qui est extrêmement large et qui, à mon sens, montre aussi quand même le profil de puissance de la Turquie et l'idée que la Turquie est
un protagoniste absolument central du jeu international. Elle montre aussi que peut-être la Turquie en position de faiblesse, elle peut compter malgré tout sur ses partenaires qui sont très nombreux, qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais il y a aussi quelque chose d'absolument essentiel pour les Européens, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, cette région compte beaucoup de réfugiés syriens. Vous savez que la Turquie héberge probablement entre 4 et 5 millions de réfugiés syriens. Une partie d'entre eux se sont déjà partis s'installer sur le territoire de l'Union européenne, notamment en Allemagne quand Angela Merkel leur a ouvert les portes. Et maintenant, l'Union européenne souhaite en réalité fixer ces réfugiés en Turquie ou les voir retourner en Syrie. Et là, évidemment, les régions sinistrées ne seront pas en mesure d'accueillir tous ces gens pendant des mois, des années. On a un immense exode qui est déjà en train de se mettre en place à partir de ces régions. On a déjà quelques réfugiés syriens qui tentent de retourner en Syrie, mais l'idéal pour eux n'est pas forcément de retourner dans un pays qui est encore en guerre, où ils ne sont pas forcément les bienvenus, et donc on peut s'attendre à un nouvel afflux de réfugiés vers l'Europe. Maintenant, avec la dizaine de jours qui vient un peu de s'écouler, on voit qu'il y a une nouvelle indignation qui se fait entendre. C'est celle qui concerne l'impréparation de l'État face aux risques sismiques qui existaient déjà dans la région et qui étaient très élevés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la réaction de la population turque justement par rapport à ça ? On a évidemment une première colère qui est contre l'incapacité du gouvernement à faire face à la catastrophe. On a ensuite une deuxième colère qui est l'idée que les promoteurs, notamment ceux liés au gouvernement, n'ont pas respecté les normes antisismiques assez strictes qui avaient été édictées après le tremblement de terre d'Izmit en 1999. Ça a été vraiment un trauma, ce tremblement de terre, et donc il y a eu à la fois réforme de la législation, imposition d'une taxe antisismique, création de la FAD, donc vraiment tout un dispositif qui a été mis en place pour faire face à la possibilité de nouveaux tremblements de terre. Tout ça sous Erdogan en plus. Absolument, tout ça sous Erdogan, et on avait quand même une procédure d'audit et de révision de l'état des constructions qui était en cours dans cette région, mais qui n'était pas encore menée à terme. Et en réalité, ce type d'audit, ce type de rapport doit être mis en parallèle, doit être vu, analysé, en même temps que d'autres procédures de régularisation mises en place par l'État lui-même pour simplifier la vie de promoteurs qui ont construit illégalement. Et dans cette région, on faisait face à une pression démographique importante, puisque, comme on le dit, il y avait à la fois une migration interne de l'Est, et puis une migration de Syriens, la natalité qui est forte aussi. Donc on a vraiment une pression à la construction très forte dans cette région. Et on voit très bien, quand on regarde les photos du séisme, qu'on a des immeubles exactement dans la même zone, le même quartier, le même bloc, qui sont un tenus, immeuble pratiquement intact, et des immeubles dont il ne reste rien. Donc ça, et une des défenses de l'AKP est de dire que les immeubles qui se sont écroulés ont tous été construits avant 1999. Ce n'est absolument pas crédible. L'AKP qui est du coup le parti du Le parti au pouvoir, oui. Et donc c'est ça qui suscite la colère de la population turque, c'est qu'en fait, de se dire que peut-être le drame n'était pas prévisible parce que ça reste une catastrophe naturelle, mais qu'en tout cas peut-être les dégâts auraient pu être moindres. On aurait pu s'y préparer mieux, effectivement. On fait souvent des comparaisons avec d'autres lieux ou lieux de grands tremblements de terre qui sont mieux préparés. Évidemment, si on compare au Japon, où toutes les constructions antisismiques sont faites très strictement, ou à la Californie, évidemment, ça nous dit que quand même la Turquie était mal préparée. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on voit ces images, on a presque l'impression de voir des tremblements de terre en Iran ou au Pakistan. C'est-à-dire qu'effectivement, la Turquie, qui se veut un pays moderne, qui a quand même connu un triplement du PNB par tête pendant la première décennie de l'AKP au pouvoir, qui est un pays dont la croissance économique repose beaucoup sur la construction précisément, en fait, a fait beaucoup de constructions pourries, il faut le dire. Donc justement, vous parliez des constructions illégales. Sur place, on entend parler beaucoup de corruption du coup, entre le gouvernement et des promoteurs immobiliers. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement que, très probablement, certains édiles ont accepté qu'on leur graisse la patte pour permettre la construction de bâtiments illégaux. Et puis, on a aussi qu'à chaque élection, le gouvernement fait une grande amnistie qui lui permet de récolter par ailleurs des amendes, donc d'abonder un peu les caisses de l'État et de repartir à zéro en pardonnant tous les promoteurs qui ont mal construit. Et donc évidemment, ça maintenant, ça va être l'objet du débat. Mais ce débat-là, techniquement, il peut être alimenté par les architectes, l'ordre des architectes, un certain nombre de contre-pouvoirs finalement de la société civile,
dont on sait qu'ils ont été en très grande partie désactivés ou empêchés de s'exprimer par Tayyip Erdogan. Et c'est bien le problème. Il n'y a plus de contre-pouvoir en Turquie, il n'y a plus de lanceurs d'alerte. On avait un sismologue qui était depuis plusieurs années sur les plateaux télé en train d'expliquer qui alertait que c'était ça allait arriver. On aurait un tremblement de terre, qui tout récemment encore disait l'AKP va lancer un grand programme de logement social dans cette région, à Maraş, qui est l'épicentre du tremblement de terre. Alors, apparemment, une partie au moins des logements sociaux construits par l'AKP a mieux résisté. Ça veut dire que quand même, ce qui relevait directement du gouvernement a respecté mieux les normes antisismiques. Le problème, c'est toute la galaxie des petits entrepreneurs qui spéculaient en fait sur l'attractivité de la Turquie avec des immeubles de luxe qui se sont effondrés vraiment en 5 minutes. Construite il y a 11 ans, la résidence Renaissance était la plus grande, la plus luxueuse d'Hatay, avec piscine. C'est devenu un tombeau à ciel ouvert. Ouais, ça c'est assez édifiant de voir qu'en fait tout est une question de légalité, des normes parasismiques dans l'immobilier. Je lisais l'interview d'un maire, donc dans la ville près d'Antioche, où il n'y a aucun bâtiment. Pas de mort. Parce qu'en fait rien n'est tombé, pas de mort, parce qu'il a empêché toutes les constructions illégales. Et ça c'est un exemple très important parce que ça montre qu'effectivement, si les politiciens en Turquie étaient un peu plus honnête et un peu, voire même puritain, puisque là, effectivement, on a une application très stricte des règles, on aurait pu éviter une partie de la catastrophe. Mais justement, tout à l'heure, on disait que toutes ces normes parasismiques, elles ont été établies et renforcées depuis, en gros, les années 2000, donc, qui correspond un peu à l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Toutes ces normes, elles ont été donc, créées sous Erdogan. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Pourquoi il y a eu cette promesse, après le tremblement de terre de 1999, de dire maintenant, on va faire attention, etc. C'est aussi comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, c'est un peu l'ironie du sort. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, plus rien ne soit respecté ? Une partie des normes ont été respectées et pas toutes les parties. Et vous savez comme moi que partout dans le monde, le BTP, c'est le lieu où il y a le plus de corruption, peut-être, de tous les secteurs économiques. Et en Turquie, il faut savoir que la loi sur les marchés publics, par exemple, elle a été réformée, je crois, 150 fois. Le chiffre était là ce matin, depuis que l'AKP est arrivé au pouvoir. Et l'AKP a aussi mis sur place une agence du logement social qui s'appelle Toki et qui a été un acteur du paysage politique vraiment vilipendé, notamment au moment de Gezi, parce que c'est une agence qui pouvait préempter des terrains, donc confisquer en fait des terrains, exproprier des gens pour décider de construire du logement social. Donc c'est vraiment un outil politique pour Erdogan de construction de clientèle, le BTP. La particularité de ce tremblement de terre-là, c'est qu'il touche une région énorme. C'est une région qui, par ailleurs, est une région qui est plutôt acquise à l'AKP électoralement. La deuxième particularité de ce tremblement de terre, c'est qu'il touche aussi la Syrie. Donc il remet aussi en cause la diplomatie turque, en réalité. Ça peut être le début d'un retournement de situation pour l'AKP. Je pense qu'Erdogan l'a très bien compris. La question maintenant est de savoir s'il a les moyens vraiment de contrôler la situation. C'est ce qu'il dit depuis le deuxième jour, où il y a eu quelques flottements, mais maintenant la situation est sous contrôle. Effectivement, il a beaucoup d'avance. Il tient absolument tous les leviers du pouvoir en Turquie, donc c'est très compliqué de lui contester la maîtrise des événements. Je vois que là, par exemple, aujourd'hui, les responsables de l'opposition s'égosillent en disant qu'il faut que les élections aient lieu en juin, ce qui était la date initialement prévue, alors qu'Erdogan avait décidé de les avancer d'1 mois. Non, il faut qu'elles aient lieu en juin. Ouais, donc la question c'est est-ce que ça va être maintenu ou reporté Oui, et en fait, le pouvoir maintient quand même une sorte d'incertitude sur le fait que les élections pourraient ne pas avoir lieu du tout pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'il est absolument impossible de les organiser. Et ça, c'est évident. Et je pense que l'opposition, même si évidemment elle fait vraiment un forcing parce qu'elle considère qu'elle a une opportunité politique, que le mécontentement fait que beaucoup de gens vont basculer dans le vote pour la plateforme de l'opposition. En réalité, on ne peut pas du tout organiser d'élections dans ces régions qui ont été touchées. Ça sera extrêmement compliqué de les organiser dans les régions aussi où les gens vont s'installer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une migration massive qui se dessine en provenance de ces régions sinistrées vers Istanbul, vers Ankara peut-être pour les régions qui sont les plus à l'est. Donc ça va être extrêmement compliqué d'organiser ces élections. Donc, du strict point de vue logistique, le gouvernement a vraiment une possibilité effectivement de suspendre le processus, à mon avis. Parce que là, pour l'instant, elles sont programmées pour le 14 mai, donc élection présidentielle et législative en même temps. Au niveau des sondages, comment il était avant le séisme ? Comment il était placé Alors l'année dernière, Erdogan était passé, enfin l'AKP, donc le parti de Tayyip Erdogan, était passé un peu, avait perdu des points, notamment sur les législatives. On imaginait qu'il était possible que le parti n'ait pas sa majorité, même en s'alliant aux ultranationalistes du MHP. La présidentielle, à mon sens, n'a jamais été vraiment difficile pour Erdogan.
C'est quand même un président qui a été élu 2 fois au premier tour. Alors, on a une petite controverse juridique sur le fait qu'il ait le droit de se représenter à nouveau. Mais alors, évidemment, comme il y a sans cesse des révisions constitutionnelles en Turquie, à chaque fois, on peut dire non, on est reparti à 0, c'est pas tout à fait pareil. Donc, j'ai à nouveau droit à 2 mandats. Voilà, c'est ça, on recommence. En revanche, il était plutôt en train de monter dans les sondages depuis le début de l'année. Donc, les élections s'annonçaient bien. Il les avait avancées probablement parce qu'il considérait qu'il fallait les tenir vraiment au bon moment, et que lui-même c'est un très très bon, vraiment un animal politique, Erdogan. Donc il est très très bon en campagne. Là, le problème, c'est comment on peut imaginer une campagne sur cette image de désolation complète, sachant quand même qu'on est en 2023, donc année du centenaire de la République de Turquie, qui au contraire devait être un peu l'année du triomphe finalement de l'AKP, qui a transformé la Turquie, qui en a fait un pays moderne, une puissance économique, politique, diplomatique. Et là, on a vraiment l'image du pays qui se renverse complètement. Donc là, ce séisme, il va vraiment être un vrai enjeu dans cette campagne électorale. Comment aussi s'organise l'opposition ? Aussi bien le maire d'Ankara que le leader du parti kémaliste se sont manifestés pour dire qu'ils envoyaient de l'aide, dénoncer l'incurie de l'État, etc. À partir du moment où ils ont effectivement contribué sur place à aider les secours, c'est quand même un petit peu compliqué de leur reprocher. Alors, mais comment la population turque, elle, l'accueille ? La population turque, elle voit évidemment qu'on est en campagne politique, sauf que elle a peut-être aussi envie d'une alternance. Donc c'est un peu le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas tellement de possibilités alternatives au pouvoir de l'AKP, au pouvoir tout-puissant de l'AKP, allié aux nationalistes. Donc là, on avait une plateforme de l'opposition qui rassemble 6 partis, qui est un peu l'alliance de la carpe et du lapin, qui a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un programme, qui devait annoncer son candidat à la présidentielle lundi dernier, qui ne l'a pas fait. Donc il y a une opportunité pour l'opposition. Elle a énormément de mal à en tirer parti, à mon avis. Là, effectivement, le patron du parti kémaliste, Kemal Kılıçdaroğlu, est parti vraiment en campagne un peu tout seul. On n'a pas l'impression que ce soit tellement concerté entre eux, mais je ne suis pas sûre que pour le moment, ceci soit plus choquant pour la population que l'incurie avérée de la FAD, de l'agence gouvernementale, dont on a aussi vu que le vice-président était quelqu'un qui venait de la direction des affaires religieuses, qui avait été nommé sur des critères purement clientélistes par Erdogan, donc vraiment des très proches du pouvoir, qui n'étaient absolument pas qualifiés pour ce métier et qui, de ce fait, sont complètement perdus face à la catastrophe. Oui, il y a des gros conflits d'intérêts au sein même des organisations qui sont censées venir en aide aux victimes. Absolument. Donc, est-ce que finalement tout est perdu pour Erdogan aux prochaines élections ? C'est pas forcément sûr, vu que l'opposition a du mal aussi à s'organiser. Première question, quand les élections vont-elles avoir lieu ? En principe, la constitution turque permet, en cas de guerre, de repousser les élections d'1 an. On ne sait pas si cette situation pourrait être juridiquement assimilable à une situation de guerre. L'état d'urgence a été décrété dans les provinces, pas l'état de catastrophe naturelle. Donc on est vraiment déjà dans une sorte de glissement sémantique juridique qui peut permettre à l'AKP de repousser les élections. Si les élections ont lieu, à mon sens, qu'elles aient lieu le 14 mai ou le 18 juin, ce sera un pataquès absolu, ce sera une gabegie totale. L'opposition pourra également protester contre les conditions dans lesquelles se sont tenues les élections. On ne peut pas mettre à jour les registres d'état civil à l'heure actuelle. Et il faudra des mois et des mois pour qu'on sache donc qui est vivant, qui est mort dans ces provinces. Donc qui va voter ? Ensuite, est-ce que ceci est une tâche sur le bilan d'Erdogan ? Certainement. Est-ce que ça change tout ? Peut-être pas. Et parmi les points positifs que Erdogan peut mettre peut-être dans son bilan sur tous ses derniers mandats, et pour terminer avec un volet un peu plus géopolitique, il y a aussi le rôle de médiateur que joue le président Erdogan dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis donc maintenant 1 an. Est-ce que ça peut être la dernière carte qu'il peut jouer lors des élections ? Ce qui est très intéressant dans la position que la Turquie a prise sur la crise russo-ukrainienne, c'est qu'effectivement, elle a décidé de rester neutre. Neutralité active, puisqu'elle est à la fois proche de Poutine, proche de Zelensky. Voilà. Donc on est un pays qui vraiment se situe plutôt à la charnière du conflit, qui a reçu aussi beaucoup de Russes ou d'Ukrainiens en fuite de leur pays, qui n'applique pas les sanctions, qui donc bénéficie économiquement en réalité de l'isolement de la Russie, qui blanchit en partie les opérations extérieures économiques de la Russie. Donc ça, c'était une situation limite dont Erdogan avait réussi à tirer parti de manière très astucieuse. Maintenant, est-ce que cette
cette catastrophe naturelle, économique et politique qu'est ce séisme ne va pas dégrader en partie le statut de puissance de la Turquie, parce qu'il va falloir qu'elle se concentre énormément sur sa reconstruction intérieure. Il y a trop de colère, il y a trop de difficultés intérieures pour que la diplomatie turque puisse se permettre d'être à nouveau extrêmement flamboyante, expansive, etc. Bon, mais on le saura assez rapidement, puisqu'il y a un grand forum diplomatique qui aura lieu début mars, qui est le forum d'Antalya, qui a lieu maintenant tous les ans. Et je suis assez curieuse de voir sur quel sujet aujourd'hui la Turquie peut apparaître en première ligne dans les affaires du monde. C'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant et que nous avons besoin de votre soutien. Alors si vous le pouvez, faites un don sur blast-info.fr. Merci beaucoup et à bientôt.